Mais avec le UGC, en 60 secondes, on est capable de manière authentique d'expliquer le problème, de trouver une solution, puis d'amener un close-up de vente. Donc, ça a été un game changer complet. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, les 3/4 de notre ad spend s'en vont sur du UGC. Puis on a beau réessayer des statiques de temps en temps. Oui, quand on est en promotion, c'est efficace, mais même là, c'est fou, mais même là, le UGC promotion est rendu meilleur que le static promotion. Là. Donc, c'est assez fou du côté Facebook. Là. Mathieu Vaillant, tu es responsable de la stratégie numérique de Vosker, une entreprise innovante dans le domaine de la sécurité et de la surveillance. Tu occupes un rôle clé dans l'orientation digitale de l'entreprise qui connaît une croissance remarquable et le mot est faible et une expansion de ses effectifs. Vosker se distingue par ses solutions avancées en hardware et également en software et ses exploits récents témoignent d'une performance solide avec une croissance annuelle impressionnante. Pour situer un petit peu notre audience, l'organisation, il y a quelques années, quand elle est venue sur le podcast Hypercroissance, notre autre podcast faisait environ 100 millions de chiffres d'affaires et je vous invite à continuer à écouter le podcast pour savoir où ils sont rendus aujourd'hui. Mathieu, merci beaucoup d'être sur le podcast Commerce Élite. Merci Antoine, merci pour l'invitation. Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas Vosker, Mathieu, possible pour toi de nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que fait l'entreprise, comment vous vous distinguez? Yes, exactement. On est une start-up québécoise. On a été fondé à Victoriaville. On fait partie des belles success stories du Québec. Puis on se spécialise sur les caméras connectées. Donc, on ne se bat pas sur le marché des caméras Wi-Fi comme les Ring de ce monde. Nous, toutes nos caméras sont 4G LTE. Donc, c'est vraiment des solutions autonomes. La majorité du temps, elles ont un panneau solaire. Donc, le client a juste à la sortir, puis elle est autonome en énergie, puis autonome en connexion. Donc, c'est ça qui est le fun. Donc, on est capable d'adresser des marchés comme les gens qui ont des chalets, qui voudraient monitorer leur chalet dans la sécurité, les chantiers de construction, par exemple, ou les fermes. Puis aussi la chasse, on ne va pas se mentir, c'est notre gros segment de marché, la chasse, avec à peu près 80% de nos ventes qui viennent de ce segment-là, qui permet justement aux chasseurs de monitorer leur terrain de chasse et ce qui se passe dessus quand ils n'y sont pas. Puis on le sait, surtout au Québec, là, ça peut être assez grand, les territoires de chasse. Donc, c'est ça qu'on fait. Je te dirais, la caméra, c'est pas la finalité. Là, c'est que le début chez nous de la relation que tu vas avoir avec nous, parce qu'on a un écosystème, tu l'as nommé. Le software est ultra important parce que les caméras se connectent en fait en temps réel chaque jour et tu reçois les photos sur ton téléphone. Donc, on a tout un écosystème avec des applications, une couche de AI aussi pour être capable, notamment dans les apps, de pouvoir, je pense aux chasseurs, on a une AI qui détecte le type d'animal, par exemple, qui est pris sur tes détections pour justement amener une plus-value à ça. Donc, on a vraiment une expérience augmentée avec aussi bien le hardware et le software. Puis, ça nous amène un peu à notre business model qui est plus par abonnement. Où oui, tu achètes la caméra, mais tu as un recurring revenue associé avec ça. Puis, c'est ce qui supporte en partie notre croissance des dernières années. Là. Ah, c'est exceptionnel de vendre le produit physique, puis par la suite de vendre un produit qui est littéralement du logiciel derrière à très, très haute marge de profit. Souvent, c'est comme ça qu'on est capable de bâtir vraiment un écosystème qui est assez exceptionnel. Et peut-être, tu pourrais nous parler un peu globalement de comment qu'elle s'est mise en place, cette croissance-là. Quels ont été les éléments déclencheurs, les leviers marketing vraiment qui vous ont fait passer du point A au point G aujourd'hui quasiment. Comment vous êtes rendu là? Yes, c'est sûr qu'il y en a eu plein. Là. Puis, pour te nommer, tu nommais 100 millions tout à l'heure. Puis, là, on est rendu on a dépassé le 200 millions. Là. Dany l'a annoncé dernièrement. Wow. Donc, ça roule, là, ça va bien. Puis, c'est le fun à travailler. Là. Les éléments déclencheurs, il y en a eu plusieurs. On a eu un bon market fit dans un de nos produits. On est arrivé avec un bon produit, un bon moment, avec un price point. Puis, on a été vraiment innovateur à ce niveau-là. Ça a été un des leviers de la croissance dans notre division chasse. Puis, je te dirais, le deuxième, dans les 2 dernières années, ça a été toute la croissance au niveau direct to consumer. On saura en reparler, mais on a choisi vraiment de prendre notre destin en main puis de faire croître ce canal-là. Puis ça nous a amené à une croissance assez exceptionnelle. Là, ça a été un des leviers de la croissance dernièrement. Et si on parle un peu de volet marketing numérique, on avait des discussions, toi et moi, qui étaient assez intéressantes, c'est-à-dire que vous vendez sur votre site web, vous avez également une présence excessivement forte sur les places de marché. J'en veux pour preuve votre présence sur Amazon, sur Walmart, etc. Commençons peut-être ici par les places de marché. Quel a été le déclic ici et qu'est-ce que ça représente globalement dans tout ce que vous faites, dans toutes vos ventes? Yes, tu sais, place de marché, ça a commencé, je te dirais, il y a 2-3 ans. On y était déjà, mais avec tout doucement. On avait un site web, on avait une place de marché, mais on n'était pas trop d'énergie. On avait une culture très retail, très forte. Puis, pour donner un ordre d'idée, dernièrement, là, chaque année, on double nos ventes sur place de marché direct to consumer, tous ensemble. Là, chaque année, on les double. Là, ça représente
30-40% de nos ventes, grosso modo. Là, c'est rendu un canal assez important. Là. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisi? Premièrement, on a vu qu'il y avait des préférences canal. Là. Les gens avaient une appétence. On avait des gens qui venaient sur le site web. Sans mettre trop d'énergie, on avait déjà des ventes intéressantes. Donc, on s'est dit, si on arrive à cranker un peu la machine, là, il y a moyen de scaler ça. Là. Puis, veut pas, on parle de place de marché, mais on parle d'Amazon aussi. Amazon a créé des clients qui lui sont fidèles. Puis, il y a malheureusement, on en parlera plus tard, mais pour la loyauté, après, les gens sont loyaux à Amazon puis vont souvent acheter que là-bas. Donc, si tu veux adresser certains segments de marché, tu n'as pas le choix que d'être présent dans ces places-là. Donc, c'est un peu pour ça qu'on s'est dit, on veut y aller, puis on veut mettre de l'énergie. Puis, je te dirais, dans les choses qu'on voit moins passer, oui, les marges sont meilleures. Quand on est en direct-to-consumer, tout le monde va te dire ça comme argument numéro 1. Mais je trouve ce qui est le plus intéressant, c'est le côté d'avoir les deux mains sur le volant. C'est-à-dire qu'en tant que business, tu peux être capable de dire « Hey, en ce moment, c'est la fin de quart, j'ai besoin de générer un peu plus de top line. On va cranker la machine, on va rajouter du ad spend, puis on va être capable d'avoir un levier rapide. » À l'inverse, là, on est un peu en retard sur mon bottom line, on réduit la vitesse, puis on est capable de s'ajuster. Et cette capacité à, moi, je l'appelle faire atterrir l'avion correctement au business, quand tu as un direct-to-consumer qui fait partie de ton écosystème de vente, c'est ça où tu as le levier dessus et tu peux commencer à avoir des discussions business, le fun, aussi bien à l'interne avec tes execs que dans ton quotidien avec tes équipes. Là. Absolument. Puis le direct-to-consumer sur votre site web, à quel point vous l'avez fait évoluer? Quels sont les leviers qui l'ont démarqué un peu, lui? Ouais, lui, ce qui l'a démarqué, je te dirais, ça a été beaucoup de ads. On va pas se mentir, quand on commence en direct-to-consumer, peu importe, marketplace, en ligne, site web, les ads, je pense, ça fait partie du shortcut pour aller rapidement générer de la valeur. Là. Ça a été beaucoup, nous on l'appelle le duo gagnant, là, Google, Facebook. Ça a été le gros bout qui nous a aidé à générer de la valeur. Puis on a essayé d'autres canaux, mais pour être transparent, on voit pas de performance quand on est rendu au niveau de la vente. Là, quand on a testé du Reddit, du Pinterest, du TikTok, pas mal de DSP. Là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre stack direct-to-consumer advertising, j'ai envie de te dire, on focus Facebook, Google avec comme objectif la vente, mais on garde une petite partie du budget dédié pour les autres canaux qu'on appelle, mais on s'est monté un KPI pour les évaluer de manière fair. C'est-à-dire, on s'est dit, des TikTok, des Reddit, eux, ils sont meilleurs un petit peu plus en amont dans le tunnel que la vente, mais c'est pas les bons pour convertir. On commence à les évaluer. On a développé des coûts par session qualifiée. Quand tu fais une coupe d'action sur le site web, on part un tag de session qualifiée. Puis là, on commence à se dire et on se compare avec lequel amène le plus de sessions qualifiées à des revenus à des niveaux de coûts qui font du sens. Là. Donc comme ça, au moins, on les évalue de manière un petit peu plus fair plutôt que d'essayer d'évaluer tout le monde sur la vente où malheureusement, il y en a, ils sont pas aussi bons que ça quand on veut parler de la vente à ce niveau-là. Là. Donc c'est un peu notre approche, je te dirais, là-dessus. Là. Donc, haut du tunnel de vente, TikTok, Pinterest et d'autres types de plateformes, on les évalue si une personne est restée peut-être 30, 45 secondes sur votre site web et a visité 3 à 4 pages différentes. Mais Meta et Google, eux, ils ont une épée Damoclès sur eux. Il faut qu'ils nous génèrent de la conversion à la fin de la journée. C'est vraiment le bas du tunnel de vente. C'est ça. Eux, je les vois plus comme full funnel. Google, lui, il couvre un petit peu plus le bas du tunnel. Ouais. Facebook, lui, il fait le full funnel. Puis, veut pas, je sais pas, les autres personnes qui écoutent le podcast, les tests qu'ils ont fait, mais tout ce qui touche au AI en arrière de Facebook, je veux dire, nous, on a été obligés de reconnaître qu'ils nous battent. Là, les Advantage Plus, tous les tests qu'on fait, ils nous battent là maintenant. Donc, on est rendu à un point où malheureusement, heureusement, il faut l'accepter. La tête chercheuse de l'Advantage Plus est vraiment meilleure que nous. Donc, c'est ça où, surtout dans des cas comme Vosker, où on peut adresser 50 use cases différents. Ce qui fait que quand tu veux y aller avec un ciblage par audience, c'est pas si simple que ça, là. Et c'est là où les Advantage Plus sont vraiment assez solides. Puis la force, je te dirais, de Facebook, nous qu'on a vu qui a été un game changer des 24 derniers mois, c'est tout ce qui est le UGC. En 60 secondes, être capable, surtout pour Vosker, là, d'expliquer. Nous, notre enjeu chez Vosker, c'est d'expliquer la solution parce que les gens connaissent pas la solution technologique. Ils savent qu'ils ont un problème, mais ils savent même pas que quelqu'un peut le résoudre dans le marché. Mais avec le UGC, en 60 secondes, on est capable de manière authentique d'expliquer le problème, de trouver une solution, puis d'amener un close-up de vente. Nous, ça a été un game changer complet. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, les 3/4 de notre ad spend s'en vont sur du UGC. Puis on a beau réessayer des statiques de temps en temps. Oui, quand on est en promotion, c'est efficace, mais même là, c'est fou, mais même là, le UGC promotion est rendu meilleur que le UGC, que le static promotion. Là. Donc, c'est assez fou du côté Facebook. Là. Donc, UGC dans du Advantage Plus, c'est des gros investissements chaque mois que vous allez mettre en place? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Je te dirais, nous, ce qui a été dur du côté...
où on a été un peu frileux du côté Facebook, c'est la consolidation. Tu sais, moi, je viens d'une école, ça fait une quinzaine d'années, je pense un peu comme toi, qu'on est en marketing numérique, de l'hyper-segmentation puis de l'audience. Puis ça a été d'accepter de consolider les budgets et de passer d'une structure de compte hyper segmentée à quelques campagnes dans le compte, puis de se dire, je suis pas en train de taper, là. Puis il y a un moment, tu sais, au début, on était frileux, mais il y a un moment, tu regardes la performance, puis tu es obligé de te rendre à l'évidence que oui, ça marche mieux quand tu consolides, là. C'est plate, mais Absolument. Non, absolument, absolument. Puis comment se met en place, dans ce cas-là, même vos investissements sur les places de marché? Est-ce que vous investissez en Amazon Ads? Est-ce que vous êtes très présent là-dessus? ouais, ben, je te dirais, ça, c'est un monde qu'on a découvert il y a 2-3 ans. Là, tu sais. Je te passe tout le volet place de marché, mais on a eu tout un travail à faire d'internaliser aussi les équipes. Tu sais, il y a 2-3 ans, on n'avait aucune compétence en place de marché. Moi, dans mon équipe, personne n'avait touché du Amazon ou presque. Là. Donc, on a dû développer cette compétence-là, incluant les ads aussi à ce niveau-là. Aujourd'hui, je te dirais, puis ça, j'en suis vraiment fier, tu sais, on a 100% du direct-to-consumer, place de marché, site web qui roule à l'interne. Puis on roule même les ads Amazon à l'interne, la DSP Amazon à l'interne. On a su développer les systèmes. Aujourd'hui, je te dirais, Amazon va capter au moins, si ce n'est plus de budget que le site web, que des Facebook et Google réunis. Tu sais, on le voit moins passer dans les chiffres un peu, mais Amazon en tant que média est vraiment impressionnant et accapare une bonne partie des budgets des annonceurs, là. L'écosystème, en tout cas, moi, ça a été une découverte des 2 dernières années. Ils ont réussi à avoir un écosystème assez fou. Parce que quand on y pense, tu sais, Amazon, c'est Audible, c'est Prime, ils commencent à avoir des places physiques aussi avec certaines acquisitions qu'ils ont fait. Et eux, vu que tu es logué à chaque fois que tu utilises un de leurs services, ils sont capables de faire de l'attribution vraiment end-to-end. Et ils viennent de résoudre tout le problème qu'on a pu avoir dans les dernières années avec les cookies. Donc, je te dirais que c'est assez fou la publicité Amazon pour nous. On a commencé avec tout ce qui était la publicité à même Amazon, parce que tu as 2 façons de faire de la pub. Je pense que Gauthier en avait parlé un peu dernièrement dans le podcast, mais soit de la publicité chez Amazon sur leur site, ce qui est là où tu as le plus de performance, mais il y a un moment où tes CPC font juste augmenter parce que tu passes juste, tout le monde se bat entre eux là, pour avoir le même mot-clé, là. Donc, ça fait en sorte que tes CPC font qu'augmenter. Pour vous donner un ordre d'idée, moi, je suis assez souvent des CPC brand sur des mots-clés branded comme des noms de marques sont autour de $5 USD du clic. Hein. Ça vous donne un ordre d'idée. Quand on est sur Amazon, là, ça fait mal. Hein. Quand tu vas sur Google, sur du branded, tu es toujours en bas de $1 d'habitude. Là. Donc, ça fait assez mal. Donc, c'est pour ça qu'assez vite, on a commencé à intégrer la notion de DSP à Amazon qui permet en fait de prendre les données qu'a Amazon sur les clients qui sont vraiment géniales et de pouvoir retargeter ces gens-là à travers l'ensemble de l'écosystème numérique. Donc, aussi bien de l'écosystème Amazon comme du Prime que des bannières ou du pre-roll un peu partout. Et là, ça commence à être intéressant parce qu'on peut aller chercher une granularité vraiment folle. Genre, les gens qui ont visité ou mis au panier le listing de ton compétiteur ou le produit de ton compétiteur. Donc là, on peut aller chercher une granularité que personne ne peut l'offrir. Tu sais, le parallèle que je fais à l'interne, c'est imagine si tu pouvais avoir toutes les infos des tickets de caisse des gens qui sont allés au IGA, puis mettre une pub juste sur les gens qui ont acheté le ketchup, mais pas les saucisses qui vont avec pour faire le hot dog. Là. Ben, c'est ça qui permet la TSP Amazon qui est assez fou. Absolument, absolument. Puis quoi d'autre? Quel autre trouvaille vous avez fait récemment sur votre direct-to-consumer? Ouais, je te dirais le plus gros et le plus, moi je trouve sous-évalué en direct-to-consumer. Puis c'est un peu technique sur Amazon, mais c'est toute la gestion des revendeurs. Tu sais, Amazon, c'est génial, c'est une place de marché, sauf que la vérité, tu le découvres assez vite quand tu rentres dedans, c'est qu'Amazon, il travaille pour ses clients, il travaille pas pour ses vendeurs. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si toi et moi, on veut vendre le même produit, ben, on va être mis en compétition. C'est-à-dire qu'il y a un listing qui existe pour un produit, puis on va tous jumper en compétition. Puis Amazon va sélectionner le meilleur vendeur pour ça. Puis le meilleur vendeur, je schématise, 9 fois sur 10, c'est celui qui est le moins cher. Puis là où ça devient complexe, c'est quand tu es manufacturier comme nous, ben, tu as souvent des maps, tu as des prix que tu t'entends avec tes retailers que tu veux maintenir dans le marché. Donc, quand ton revendeur sur Amazon part une guerre des prix pour gagner la vente, donc il commence, au lieu d'être à 9,99, de baisser de quelques centimes, même de $1, toi, en tant que manufacturier, tu peux pas suivre parce que sinon, tu vas avoir un appel de Best Buy qui va pas être content. Donc là, ça, c'est un enjeu parce que nous, on a commencé Marketplace. Au début, on avait beaucoup d'enjeux de revendeurs qui jumpaient sur nos listings et nos produits, puis ils avaient le droit dans l'absolu, mais on gagnait jamais la vente, pour schématiser. Sauf qu'on peut pas partir à la guerre des prix. Sinon, on a des mauvaises relations avec nos retailers. Donc là, ça a été vraiment l'apprentissage de se dire, OK, on se creuse la tête, comment est-ce qu'on peut
prendre le contrôle, cleaner nos listings. Puis on l'a fait en prenant le contrôle et comprenant notre réseau de distribution. C'est un travail pas sexy, mais que les gens minimisent quand ils veulent aller dans les marketplaces, mais c'est de se dire, OK, j'ai 50 revendeurs qui vendent le même produit que moi. Nous, c'était les cas là, sur nos produits. Je vais un par un les contacter pour de un leur dire, tu sais quoi, j'ai un map qui existe, puis je voudrais que tu le respectes. You know what? 9 fois sur 10, les gens nous disent, je savais pas que tu avais un map, puis je vais le respecter. Ensuite, c'est de comprendre d'où ils se fournissent. Nous, on a la chance, on a des numéros de série sur chaque caméra. On met en place des test buy, puis on est capable de traquer la caméra, où est-ce qu'elle a été achetée, puis de chez quel distributeur tu te fournis. Puis ensuite, on remonte la chaîne, puis on travaille avec le distributeur pour lui faire comprendre que là, il est en train de détruire le marché, détruire la valeur pour toi. Est-ce que, on peut travailler ensemble? Et ça, ce clean-up un peu des listings et de son réseau de distribution fait en sorte que, pour vous donner des chiffres, là, il y a 2 ans, on avait à peu près 250 revendeurs non autorisés sur nos comptes Amazon. Aujourd'hui, on est rendu à maximum une vingtaine. Puis, pourquoi je dis les gens le minimisent? J'ai souvent des discussions dans l'industrie de gens qui veulent même arrêter les marketplaces à cause de ça. Nous, là, je te dirais, il y a un gros tiers de la performance qui vient du fait qu'on a pris le contrôle là-dessus puis cleané nos listings. Puis, c'est pas une job sexy, c'est des équipes au day-to-day qui vont checker qui vend quoi puis qui envoient des mises en demeure. Mais c'est un tiers de la performance, comme je te dis, qui vient de là dans notre direct-to-consumer. Incroyable. Et c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui vous attend là, pour 2025 là, dans votre croissance et dans votre présence en ligne? Yes, je te dirais la suite, c'est... là, on a parlé des marketplaces, on maîtrise Amazon, on maîtrise Walmart, mais il y en a plein d'autres. On voit, il y a une tendance de fond de beaucoup de retailers qui retentent l'aventure ou qui tentent l'aventure de s'ouvrir en marketplace. On pense à Best Buy qui, cet été, va ouvrir leur marketplace aux US. C'est autant de trafic qu'on peut venir adresser. Donc, nous, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut scaler un peu notre approche marketplace, justement, pour, au lieu d'être présent sur 4, d'être présent sur 25, puis d'aller chercher quelque part de marché à droite à gauche. Puis l'autre, c'est l'expansion européenne. Ça, c'est vraiment le fun. On est rendu assez mature pour attaquer d'autres marchés. Puis l'approche qu'on a choisi de faire, c'est d'y aller un peu en mode test and learn. C'est la beauté aujourd'hui avec Amazon. On envoie 3 palettes en France, 2 palettes en Allemagne, puis on peut commencer à vendre, faire des apprentissages. Donc, on est capable, de manière très lean, de faire des apprentissages et des tests de marché. Donc, c'est vraiment vers là qu'on s'en va dans la prochaine année. Bon, on va regarder ça de près. En tout cas, félicitations, Mathieu, pour votre croissance exceptionnelle, ce que vous faites. Vosker, l'entreprise de Victoriaville qui a dépassé les 200 millions de chiffre d'affaires, c'est exceptionnel. Et ça fait combien de temps que vous êtes en affaires maintenant? Ça fait quand même un petit bout de temps. Là, ça a commencé... Ça fait une vingtaine d'années, là, parce qu'on a commencé avec notre division chasse il y a longtemps, puis après, on a eu un spin-off en 2018 avec Vosker, mais la grande aventure Vosker a commencé en 2018. Là. Incroyable, incroyable tout ça. En tout cas, Mathieu, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Meilleur endroit pour vous rejoindre, je mets le site web, ce serait le site Exactement. web qu'on devrait aller vous... www.vosker.com. Exactement. On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Mathieu, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commerce Élite.